Bien, bonsoir à tous. Nous allons commencer donc, cette séance sur les amas de galaxies. Donc aujourd'hui, on va avoir 5 séances sur les amas. Donc aujourd'hui, ça va être des généralités un petit peu pour introduire tous les concepts qui vont être détaillés plus à fond dans les autres semaines. Donc on va faire un aperçu de toutes les propriétés des amas et qu'on approfondira ensuite. Alors pour les amas, on sait qu'il va y en avoir des milliers, et surtout l'intérêt, comme on a vu dans les semaines précédentes, était de savoir comment ils se formaient en fonction de l'époque, en fonction du redshift. Mais ceux qu'on connaît le plus, ce sont les proches. Alors on a déjà vu cette image de tout masse qui montre bien la Voie lactée ici en équateur. Et puis les amas les plus proches, on voit Virgo qui est ici, l'amas de la Vierge, l'amas de Coma qui est très riche, et puis dans l'hémisphère sud, l'amas de Fornac, le Fourneau, Persée, etc. On va essayer de les décrire. Ce sont les amas quand même qui nous ont appris le plus sur la physique des galaxies dans les amas et le phénomène d'environnement riche. Et donc, ils apportent énormément d'informations. Donc d'abord, les définitions. Amas et groupes de galaxies. La plupart des galaxies sont dans les groupes. Les galaxies isolées, c'est un petit peu plus rare, les galaxies de champ dans les vides. La plupart sont dans les groupes, mais ils ne sont pas dans les amas. Les amas sont vraiment les objets très très denses. On peut les comparer par exemple à des grandes métropoles. Les groupes, c'est plutôt les villages, les petites villes, et les galaxies sont en général dans les groupes, beaucoup moins denses que dans les amas. Donc pour donner une idée des masses totales, un groupe c'est plutôt 10 puissance 13 masse solaire, de masse totale avec la matière noire, 10 puissance 13. La galaxie, par exemple, la Voie lactée fait 10 puissance 12, donc c'est peut-être une dizaine de galaxies de ce type. Et les amas, c'est plutôt 10 puissance 14 à 10 puissance 15. Donc déjà, il y a 10 ou 100 fois plus de masse. Le type de galaxie qui est dans les amas sont plutôt des types éteints qui ont fini de former leurs étoiles, des elliptiques, des galaxies lenticulaires, alors que dans les groupes, et puis aussi encore plus dans le vide, ce sont des spirales et des irrégulières qui ont encore beaucoup de gaz et beaucoup d'étoiles à former. Donc ici, on rappelle quelques centaines à milliers de galaxies massives qui sont liées gravitationnellement dans les amas. On verra que les amas sont vraiment liés depuis à peu près z égale 2, le redshift z égale 2. Au-delà, on dira que ce sont des proto-amas en train de se former. Et puis les structures au-delà des amas, on en a parlé dans les grandes structures les semaines passées, les superamas et super-superamas. Beaucoup ne sont pas liés. Donc, ce sont les amas qui correspondent à ces structures où les galaxies ont fait des dizaines de tours dans l'amas et sont vraiment liées à l'amas, alors que dans les superamas, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment les premières structures où l'effet de l'environnement se fait sentir. Donc, la taille typique, c'est quelques mégaparsecs. Mégaparsec, pour vous rappeler, c'est la distance entre la Voie lactée et Andromède, c'est 0,8 mégaparsec. Donc, déjà, le groupe fait 1 mégaparsec. Et lorsque vous entassez 100 à 1000 galaxies dans 1 mégaparsec, c'est vraiment une densité très très grande. Le cœur, par exemple, fait 1 mégaparsec avec beaucoup de galaxies, 50 à 100, avec des luminosités, cette fois-ci, 2 10 puissance 10. La Voie lactée fait à peu près 3 10 puissance 10 luminosités solaires avec ses étoiles. Les catalogues de galaxies, il y en a un certain nombre. George Abell, un astronome américain qui a fait un catalogue où il en a catégorié 4000 et un peu plus. On s'en sert beaucoup. Il y a beaucoup on le verra au cours de l'exposé, beaucoup d'amas Abell qui viennent de lui. Et donc, comme je le disais, les amas le plus proche, l'amas de la Vierge dans le nord, Fornax dans le sud, qui sont à peu près à des distances de Virgo 17 mégaparsecs, le Fornax 20, et puis Coma est très très riche, c'est le premier amas très riche, mais il est beaucoup plus loin, 100 mégaparsecs. Et il contient 10 000 galaxies. D'autre part, il n'y a pas que des galaxies dans les amas, il y a du gaz très chaud, qui émet en rayons X, et ce gaz est à peu près virialisé, mis en équilibre, relaxé, dans le puits de potentiel de l'amas. Donc plus le puits de potentiel est profond, plus la température sera élevée, puisque le puits de potentiel, c'est aussi la vitesse au carré des galaxies, mais aussi des molécules. Lorsque le gaz est vraiment presque homogène, alors selon le puits de potentiel, on aura soit 10 millions ou soit 100 millions de degrés, ce que n'ont pas les groupes, comme par exemple le groupe local. Alors les groupes, justement, quelque chose de beaucoup plus commun, mais beaucoup moins massif, comme le groupe local. Le groupe local, nous sommes ici, la Voie lactée. On a un certain nombre de petits satellites autour de nous, dont les plus gros, peut-être, les nuages Magellan, LMC, Large Magellan Cloud, et SMC, Small Magellan Cloud. Et puis d'autres qui sont de toutes petites naines, qui ont perdu en fait leur gaz. On pense que c'est par
pression dynamique avec le gaz chaud qui est autour de la Voie lactée. Et puis Andromède M31, qui est la deuxième grosse galaxie de groupe local, qui est entourée d'une spirale M33 et puis aussi d'un grand nombre de satellites. Donc ces groupes sont plus petits, évidemment, que les amas, moins de 100 galaxies, quand on compte tous les satellites. Ça dépend évidemment jusqu'à quelle masse on descend. Ils sont moins liés gravitationnellement, beaucoup plus lâches. Ils ont à peu près la même taille, mais avec beaucoup moins de galaxies, donc c'est beaucoup plus lâche. Et ils ont beaucoup plus de spirales. On voit que les deux principales galaxies ici sont des spirales avec beaucoup de gaz et qui forment des étoiles. Alors par exemple, là vous voyez dans le fond une galaxie qui était peut-être connue il y a très longtemps, mais récemment on a découvert il y a 20 ans qu'elle appartenait au groupe local, donc un certain nombre d'étoiles ici qui appartiennent à cette galaxie naine. Et elle a l'air d'être un satellite d'un compagnon qui est une spirale, NGC 3109. Donc peut-être il y a une troisième composante au groupe local, on le verra, autour de cette galaxie ici, et qui est à 1,3 mégaparsec de nous. Autour de Messier 31, on a dénombré de plus en plus de satellites. Il y a la galaxie M31, elle est en interaction, il y a des queues de marée, des ponts, etc. Et une trentaine de satellites assez massifs. Autour de la Voie lactée, au début, il n'y avait qu'une douzaine de satellites. Maintenant, on est en train d'en découvrir, depuis 2015, avec le Sloan Survey, on est en train de découvrir de beaucoup plus petits satellites, donc peut-être une cinquantaine, mais ils sont tout petits, de 30 parsecs de taille et bien moins qu'un amas globulaire, par exemple, qui fait 100 000 étoiles. Donc si on descend, évidemment, on va en trouver beaucoup parce qu'on est très proche, mais si on prend les mêmes masses de satellites, il y en a moins que pour Andromède. Alors voici en gros l'idée que l'on se fait de notre groupe local, donc Messier 31 avec un grand nombre de satellites, la Voie lactée et puis les petits nuages Magellan, et puis peut-être le troisième composante de ce groupe local avec Antlia et NGC 3109. Donc il y a aussi a été découvert dans le groupe local un alignement de ces satellites. Ils ne sont pas complètement au hasard et ça pose peut-être un petit problème. On le verra. Par exemple, ici, vous avez la Voie lactée qui est vue de profil, en grisé, et les satellites ont l'air de se placer. Alors évidemment, on connaît par leur vitesse et d'autres indicateurs de distance, on connaît la distance, on connaît la vitesse. On a l'impression qu'ils sont dans un plan polaire, en train de tourner autour de la Voie lactée dans le plan polaire, ce qui ne se reproduit pas vraiment dans des simulations numériques de modèles standards de matière noire froide. De même, autour d'Andromède, un papier qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque de Rodrigo Ibata avait montré qu'un grand nombre de satellites, pas tous, il y en a quelques-uns qui ne sont pas, sont aussi alignés autour d'un plan polaire et tournent autour de ce plan. Donc, il proposait des scénarios de formation et on verra au cours des différents exposés comment on peut expliquer ce genre d'alignement. Alors, il y a aussi des groupes un peu plus compacts. On a vu que le groupe local et la plupart des groupes des galaxies étaient de l'ordre d'un mégaparsec. Ici, il y a moins 5 ou 6 galaxies très brillantes, comme la Voie lactée, qui sont encore plus compactifiées dans un plus petit volume. Par exemple, les amas de Hickson. Hickson était un astronome canadien qui, dans les années 75-80, a dénombré au moins une centaine de ces amas. Vous en voyez un avec une galaxie vue par la tranche et deux autres galaxies ici. HCG, c'est Hickson Compact Group, justement. Et pour bien essayer de définir la différence entre groupe diffus, groupe compact et puis amas, voici quelques chiffres. Le nombre de galaxies, alors dans un groupe, on a vu, ça dépend exactement jusqu'où vous descendez en masse, si vous comptez tous les satellites, mais au mieux 20 galaxies. Dans les groupes compacts, ils ont été sélectionnés pour ne pas être comme des amas, mais avoir ensuite le vide autour d'eux. En fait, un amas compact, c'est un petit peu comme le cœur d'un amas très dense, comme l'amas de Coma, mais ils ont fait le vide autour, donc c'est pour ça que c'est quand même un groupe et pas un amas. Vous voyez que l'amas aura jusqu'à 1000 galaxies massives. Le contraste de densité entre le groupe et puis le reste de l'univers, c'est-à-dire la densité moyenne, est aussi grand dans le groupe compact que dans les amas. Donc, une densité qui est 1 million de fois plus grande que la densité moyenne. La dispersion de vitesse entre les galaxies, alors dans les amas, elle est assez grande, 700 à 1000, et elle est fonction aussi du pic potentiel, donc de la masse de l'amas et de sa taille. Par contre, dans les deux groupes, la dispersion de vitesse est assez faible. Et c'est pour ça que ces groupes compacts posent problème. Car avec cette dispersion de vitesse, vous allez avoir beaucoup d'interactions entre les galaxies. Dans un amas, normalement, à 1000 km,
Les galaxies ne se voient presque pas, elles passent très très vite, elles sont vraiment deux passages, elles ont des trajectoires hyperboliques, alors que dans un groupe compact, on va avoir des fusions entre galaxies. Normalement, les amas auraient dû fusionner. C'est là le gros problème de ces groupes compacts. Alors la température du gaz en rayons X, s'il y en a, ce serait ici donc 10 keV. Un keV, c'est 10 puissance 7, c'est-à-dire 10 millions de degrés. Et ici, 10 keV, ce serait 100 millions de degrés. Donc. Et évidemment, là, comme le nombre de galaxies est à peu près le même, c'est bien inférieur à un keV. Dans les groupes diffus, on ne détecte pas de gaz X. On en détecte un petit peu dans les groupes compacts, car ils sont vraiment, le puits de potentiel est très, très, très profond. Alors voici un petit peu quelques échantillons de ce qu'avait découvert Paul Hickson, donc dans son recensement de 100 groupes compacts. Vous voyez un petit peu comment il avait défini le nombre de galaxies qui était au moins égal à 4, mais qui pouvait aller jusqu'à par exemple 7. Ici on a le septet de Copeland. Et il regardait la taille en angle, taille angulaire, θg, la taille du groupe par la distance, enfin le cercle que vous pouvez passer avec le centre des galaxies les plus lointaines. Et autour de ces galaxies, il n'y avait absolument rien dans un rayon de 3 fois cette distance-là. Donc c'est vraiment le vide autour, le groupe compact est isolé. Ce n'est pas le centre, le cœur d'un amas de galaxies, en quelque sorte. Et évidemment, la brillance de surface est assez grande, elle est au moins plus grande que 26 magnitudes par arc seconde carré. Il avait aussi remarqué qu'en fonction de la brillance, on avait beaucoup plus d'elliptiques. Ici, vous avez la fraction d'elliptique qui croît. Et ici, lorsque la brillance de surface du groupe compact est assez grande, alors que les spirales sont beaucoup plus grandes lorsque la brillance est faible. On a l'impression qu'il y a une évolution, que les spirales, au bout d'un moment, vont fusionner et former des elliptiques. Donc, c'est là le gros problème de ces groupes compacts. Ils ne devraient pas exister parce que les galaxies devraient fusionner. Alors, voici une petite simulation numérique de 5 galaxies qui ont à peu près la dispersion de vitesse de 150 km par seconde. On voit en fonction du temps qu'elles fusionnent deux par deux. Elles ont beaucoup d'interactions. Elles sont vraiment liées deux à deux. Et au bout d'un certain temps, qui est 1 milliard d'années, donc très peu devant l'âge de l'univers, on devrait former un seul objet au centre. Pourquoi voit-on tant d'objets compacts, de groupes compacts, alors que leur durée de vie est très faible? D'où les hypothèses au départ, c'était peut-être que ces groupes compacts sont des projections sur la ligne de visée, ne sont pas vraiment réelles. Au départ, on n'avait pas toutes les vitesses, donc on avait juste l'aspect en morphologie. Lorsqu'on a eu toutes les vitesses, cette hypothèse ne tient plus. Les galaxies sont vraiment liées, elles sont à la même vitesse, sauf peut-être un ou deux intrus, mais l'essentiel est que tous ces groupes sont réels. Donc soit on pourrait dire aussi que les halos noirs, alors on ne sait pas, on ne les voit pas, hein, les halos noirs de chaque galaxie, est-ce qu'ils sont vraiment toujours concentrés autour des galaxies ou bien ils ont mis en commun leur halo au cas où ce serait vrai, à ce moment-là il y aurait moins de friction dynamique, parce que la friction dynamique est proportionnelle à la masse de chaque objet. Donc l'objet perdrait de la masse en perdant son halo, et on aurait beaucoup moins de friction, mais ça disons, ralentirait la fusion. On pourrait gagner peut-être 50% du temps, mais ça ne résout pas le problème. La solution, c'est plutôt que ces amas sont en effet instables, ils sont en train de fusionner. On en voit quelques-uns qui ont une grosse galaxie au centre et quelques petites autour, donc ce sont ce qu'on appelle des groupes fossiles, c'est-à-dire que c'est un groupe compact qui est devenu une seule galaxie, et que finalement, il y a beaucoup d'autres groupes qui vont devenir compacts, et c'est un état stationnaire en quelque sorte, et donc ils ne sont pas du tout stables. Alors dans ces groupes compacts, on a détecté un petit peu de rayons X, dans certains, donc ils sont vraiment assez... le puits de potentiel est assez puissant pour qu'on voit du gaz chaud. Par contre, dans les groupes diffus, on n'en voit pas du tout. Et on se pose la question du nombre de baryons. En fait, il y a beaucoup moins de baryons que ce qu'on pourrait s'attendre. Normalement, on s'attend à une fraction de baryons par rapport à la matière noire qui est de 17%. 17%, c'est la fraction universelle. Dans tout l'univers, on a à peu près en matière 17% de matière qui sont de la matière ordinaire. Dans les amas de galaxies, on a vu que le gaz chaud faisait une fraction de la masse non négligeable. Parfois, dans l'amas de coma très riche, c'est 10 fois plus de masse dans le gaz chaud que dans les galaxies. Donc il faut le prendre en compte. Et dans les amas, on commence à tendre à trouver presque les 17% quand on fait toute la somme de la matière ordinaire. Dans les groupes, pas du tout. On en est loin, c'est-à-dire qu'on n'a que 4% de la matière
total qui est sous forme de baryons. Où sont tous ces baryons? Donc les gens le cherchent. En fait, sans doute, il doit y avoir du gaz chaud à l'intérieur de l'amas, peut-être même du gaz froid en multiphase. Et évidemment, il est trop diffus pour émettre en ultraviolet. Ce serait plutôt une température ultraviolette. On va le chercher en absorbant. Les raies d'absorption aussi, du gaz ionisé, puisque le gaz doit être assez chaud. Et on en voit de temps en temps, enfin c'est assez récent, un papier récent qui montre que certains groupes, on a vu par absorption un petit peu de gaz en UV, du gaz diffus, mais on est loin de trouver tous les baryons, donc le problème de où sont tous ces baryons reste encore. Donc on va maintenant s'intéresser un petit peu plus, au-delà des groupes, aux amas. Donc ici, vous avez une vue un petit peu d'ensemble, la galaxie étant au centre, de tous les amas qu'il y a inférieurs au rayon de 300 mégaparsecs autour de nous. Vous voyez en rouge qu'il y a des vides aussi, il y a le vide de Boots, Capricorne ici, et Virgo est très proche de la Voie lactée, Coma un peu plus loin, vous pouvez reconnaître quelques amas, mais on va les décrire peut-être quelques-uns un par un. Alors, par exemple, l'amas de la Vierge à 17 mégaparsecs, vous voyez que les galaxies principales étaient déjà connues de Messier, puisqu'il avait catalogué dans son catalogue, Messier 86, Messier 84. Il avait beaucoup d'objets qui n'étaient pas des galaxies, c'était au XVIIIe siècle, il ne savait pas que les galaxies existaient, mais il pensait à des nébuleuses, et ces nébuleuses, les principales, étaient connues. Alors la principale, c'est Messier 87, qui est au centre de l'amas de Virgo, et qui possède le trou noir le plus massif, 1 milliard de masses solaires, que l'on va peut-être d'ailleurs cartographier avec l'Event Horizon Telescope. Il est assez proche pour le faire. Et vous voyez un petit peu la taille. On a à peu près la moitié de la distance entre la Voie lactée et Messier 31. Donc la distance sera à peu près ici. Donc dans ce volume qui est pourtant petit, on a un grand nombre de galaxies déjà, avec pas mal de galaxies spirales et elliptiques. Alors ce qu'on voit ici, c'est un résumé de tout l'amas de Virgo, où on voit Messier 87 serait au centre. En orange, vous voyez le gaz rayon X, donc le gaz très chaud, qui est une partie très importante de la masse de l'amas. Et ce que vous voyez ici, ce sont certaines galaxies spirales qui ont été cartographiées avec la raie de H1 21 cm, donc le gaz neutre atomique H1. Et les galaxies ne sont pas à la bonne taille. Pour mieux les voir, on a multiplié leur taille par un facteur 10. Donc elles sont 10 fois plus petites en réalité. Mais c'était pour voir un petit peu comment les galaxies perdent leur gaz lorsqu'on arrive au centre de l'amas. Vous voyez que plus on est à la périphérie de l'amas, plus les galaxies sont grandes en hydrogène. Donc elles ont tout leur réservoir de gaz. Et lorsqu'elles rentrent, on va le détailler plus en détail dans plusieurs exposés, on va avoir de la pression dynamique qui va balayer le gaz. Et lorsque vous avez une galaxie spirale au centre, vous voyez qu'elle a beaucoup moins de gaz qu'au bord. Donc on va perdre et on aimerait quantifier un petit peu l'efficacité de cette perte de gaz. Les galaxies, lorsqu'elles rentrent dans un environnement riche, vont perdre leur gaz. Et c'est certainement pour cela que vous avez beaucoup de gaz au centre qui est devenu chaud par les chocs, les interactions de galaxies et qui rayonnent en rayons X. Donc les couleurs, d'ailleurs, c'est les vitesses. Les bleus sont les petites vitesses, c'est jusqu'à rouge les plus grandes vitesses. Alors, au centre de la Vierge, vous avez Messier 87 qui est ce qu'on appelle une galaxie centrale et qui est très particulière. Toutes les galaxies centrales d'amas sont en général acquièrent toute la masse. Elles ont beaucoup de galaxies qui fusionnent avec leur propre galaxie et elles sont aussi le réceptacle de tout ce gaz. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de gaz chaud et ils vont se refroidir au centre de l'amas. Donc la galaxie centrale est alimentée en gaz en permanence. C'est pourquoi très fréquemment, même la plupart du temps, les galaxies sont actives, ont un noyau actif. Vous voyez ici une image de Messier 87 en radio. Vous avez un jet radio cartographié avec le VLA en continuum en centimétrique de longueur d'onde. Et vous voyez un jet d'un côté. Alors si vous n'en avez pas de l'autre, c'est simplement un effet de boost relativiste du gaz qui vient vers vous. Mais c'est tout à fait symétrique. Il y en a un autre qui vient de l'autre côté, mais il n'est pas vu parce qu'il s'éloigne de nous. Et vous voyez en optique la même chose. Vous voyez que la même structure du jet ici. Alors qu'est-ce que c'est que ce jet? C'est des protons et des électrons. Les électrons rayonnent dans un champ magnétique et rayonnent de façon synchrotron. Ici, c'est un jet assez puissant.
les électrons perdent leur énergie et puis finissent dans un lobe radio, vous avez 2 lobes radio, et ils sont assez puissants pour rayonner aussi en optique du rayonnement synchrotron. Assez souvent, on a aussi le rayon X qui est du synchrotron X. Lorsqu'on a beaucoup de résolution, ici c'est le même jet ici, optique et radio, et vous voyez que si on regarde exactement ce qu'il y a au centre ici, on peut avoir énormément de résolution lorsqu'on fait du VLBA, c'est-à-dire du Very Large Baseline. On prend des télescopes qui sont sur Terre, en Europe, aux États-Unis, etc. Donc on bénéficie d'une ligne de base qui est de l'ordre du rayon de la Terre, 10 000 km en diamètre, et donc on peut avoir énormément de résolution spatiale, et on commence à voir le jet qui est en train de se détacher du noyau. Alors, dans les composants de l'amas, il y a donc les galaxies, le gaz chaud, il y a aussi du gaz froid entre les galaxies. Vous avez ici un exemple entre 2 galaxies, Messier 86, et puis les galaxies qu'on appelle les galaxies des yeux, parce qu'on dirait un œil ici. Vous avez quelque chose qui est coloré en rouge ici, et qui est le gaz H-alpha. Donc la raie de H-alpha, la raie de Balmer de l'hydrogène. Donc c'est de l'hydrogène neutre, qui est un petit peu chauffé quand même et qui se recombine, le gaz qui se recombine, par les interactions de galaxies, les chocs. Ils ne forment pas vraiment d'étoiles au centre, on va voir pourquoi. Ici, vous avez aussi la couleur, c'est plutôt la vitesse, donc ici ça a une certaine vitesse, ici une autre. Vous avez aussi une extension en gaz atomique dans l'amas. Et ça peut faire énormément, 100 kg par sec, donc quelque chose qui est des tailles bien plus grandes qu'une galaxie. Donc il y a aussi du gaz froid qui subsiste à l'intérieur de l'amas, qui coexiste avec le gaz très chaud qui fait 100 millions de degrés. Donc ce n'est pas quelque chose d'exclusif. La densité du gaz très chaud, elle ne fait même pas une particule par centimètre cube, donc c'est très poreux. Et on peut avoir du multiphase, du gaz froid, du gaz chaud, du gaz tiède, etc. Vous avez non seulement du gaz, mais vous avez aussi des étoiles. Alors ce qu'on voit ici, ce sont une photo optique, c'est même les 2 galaxies que vous avez ici, là, ces 3-là, ce sont les mêmes. Et on peut exposer plus ou moins en optique et on verra si il y a beaucoup d'étoiles qui sont autour des galaxies. Et en effet, on voit que les galaxies ont l'air de baver un petit peu, et même dans l'espace intergalactique, intra-amas, vous avez de la lueur, de la luminosité qui est due aux étoiles. Si on fait un filtre médian, on smooth un petit peu, on lisse, on voit encore plus. Et ici, évidemment, quand on smooth un peu plus, on voit que les galaxies sont beaucoup plus grosses. Et puis, il y a aussi des queues de marée et des étoiles qui sont à l'intérieur de l'amas. Évidemment, elles sont beaucoup moins lumineuses, elles ne sont pas aussi concentrées que dans les galaxies. Mais lorsqu'elles occupent un grand volume, ça commence à faire une masse significative qui est comparable presque à la masse des galaxies. L'amas de Fornax, qui est à 20 mégaparsecs, alors ici c'est dans l'hémisphère sud, il est composé de 2 morceaux. Vous avez un morceau autour d'une galaxie centrale ici, 1316, qui est très active, qui est un jet radio, une galaxie bien connue, spirale, entre les 2 morceaux. Vous avez un autre morceau ici. Vous voyez, 1 mégaparsec, c'est toujours la taille typique d'un amas, et le deuxième morceau serait plus au nord. Vous retrouvez cette galaxie qui est entre les deux. En général, comme vous le voyez dans les régions denses de galaxies, vous n'avez plus de spirales, les spirales sont en dehors, elles vont se faire balayer de leur gaz et de leurs étoiles. Et ici, on a la galaxie principale de l'amas, 1399. Ici, vous avez identifié toutes ces galaxies. Donc la première partie au nord et la partie au sud, avec la galaxie spirale. Récemment, une étude avec ALMA, c'est-à-dire du gaz moléculaire dans ces galaxies, pour savoir si elles ont un réservoir pour former des étoiles, a montré justement qu'il y avait un très fort effet d'environnement sur ces galaxies qui perdent leur gaz lorsqu'elles arrivent au centre et forment beaucoup moins d'étoiles. Alors cette galaxie dans le groupe sud de Fornax, vous voyez qu'elle est en train d'interagir avec une galaxie voisine. Ces 2 galaxies voisines, on les retrouve là. Et en orange, vous avez le jet radio, qui est aussi cartographié en VLA. Vous voyez un petit peu, ces jets sont gigantesques, ils sont beaucoup plus grands que les 2 galaxies en train d'interagir. Quand on fait un zoom sur cette galaxie, ce qu'on voit avec le HST, c'est beaucoup de poussière. Donc on voit qu'il y a eu des interactions. On a une espèce de coquille ici, ce qu'on appelle une shell en anglais, une coquille, et on a l'impression que certains compagnons sont tombés dans la galaxie, sont en train d'alimenter le noyau qui est actif et envoie ces jets radio autour. Alors ces galaxies au centre des amas, on les appelle cannibales aussi, au CD.
C, c'était pour cluster, amas, et puis D, c'était une des catégories de galaxies. Et maintenant, elles sont devenues CD par tradition. C'est donc des galaxies au centre de chaque amas. Et vous voyez que parfois, on voit ici une dans un amas d'Abel, elles ont une taille gigantesque par rapport aux autres galaxies de l'amas et ont parfois plusieurs noyaux, comme si plusieurs galaxies avaient été avalées. Elles n'ont pas encore eu le temps de digérer ces 3 ou 4 galaxies. Ce que vous voyez avec le HST ici aussi, c'est un anneau bleu qui est une lentille gravitationnelle, c'est-à-dire que vous avez une galaxie de fond dont les rayonnements lumineux ont été très perturbés par toute la masse qui est concentrée ici, et on voit plusieurs images de cette galaxie bleue qui est derrière. Donc par cette lentille gravitationnelle, comme on va le voir, on peut déduire beaucoup de choses sur les masses de ces galaxies gigantesques qui sont au centre. Alors voici un petit peu, pour comparer les tailles d'une galaxie ordinaire. Alors M31, c'est quand même une grosse galaxie, peut-être un peu plus grosse que la Voie lactée, mais C87, qui est quand même la galaxie la principale, la cannibale au centre de Virgo, et puis il y a certains amas qui sont encore plus riches et qui ont des galaxies qui sont vraiment gigantesques par rapport aux galaxies ordinaires. Et donc c'est vraiment ces galaxies cannibales qui ont mangé beaucoup. Elles sont très diffuses au bord, comme si elles avaient avalé beaucoup de gaz. Et en général, elles sont alignées selon les filaments, parce que les galaxies arrivent dans les filaments cosmiques et elles sont alignées selon la grande structure autour de l'amas. Alors d'autres amas, comme l'amas de Persée, a été très très étudié. On a beaucoup appris avec celui-ci, il est assez loin aussi. Cette galaxie, qui est la galaxie centrale de l'amas, vous voyez qu'il y a des petits filaments roses qui sont des filaments de gaz ionisé H-alpha. Donc, ionisé qui recombine en gaz neutre, puisque c'est la raie de Balmer. Donc, on va faire un petit zoom sur cette galaxie centrale d'amas. Vous voyez un petit peu les filaments. Il s'agit probablement, alors ici c'est un H-alpha, une image. Vous avez aussi dans la raie de la molécule H2, qui a des raies de rotation très élevées, puisque c'est une molécule symétrique, donc ce sont des raies quadrupolaires très élevées, donc une transition rho vibrationnelle. Elle s'observe à 2 microns avec le télescope Canada-France Hawaii, télescope, ici c'est FHT. Et vous voyez que ce sont les mêmes filaments qui sont à la fois en gaz ionisé, atomique et moléculaire, et qui subsistent avec le gaz très très chaud à 100 millions de degrés que vous avez dans l'amas. Vous avez ici l'évidence que du gaz est en train de tomber, du gaz chaud de l'amas est en train de tomber sur la galaxie centrale qui est active et donc alimente en permanence le noyau actif qui rejette un jet radio. Ici, vous avez la galaxie centrale. Alors, ce que vous avez en jaune-vert ici, c'est la vision de Chandra, du satellite Chandra, c'est-à-dire un satellite X en rayons X. Donc, tout le gaz qui est à 100 millions de degrés ici. Vous voyez qu'il n'est pas vraiment très homogène, il y a des cavités. Ces cavités sont creusées par les jets radio. La galaxie centrale est ici, il y a de la poussière qui vient compliquer un peu le schéma, mais en gros, on voit 2 cavités et qui sont creusées par les jets radio autour de la galaxie centrale. Et ces jets radio donc, compriment un petit peu le gaz qui est plus dense ici, qui se refroidit plus, et qui finalement va retomber sur la galaxie centrale. Donc il y a un petit phénomène de rétroaction ici, et on aura l'occasion de revenir là-dessus, parce qu'on apprend beaucoup dans cette action entre le trou noir central, qui repousse le gaz, et puis finalement qui entraîne le refroidissement du gaz qui va retomber sur le trou noir qui est alimenté en permanence. L'amas de Coma, lui, est à 100 mégaparsecs. Il est double. Il y a 2 composantes. Une composante autour d'une galaxie NGC 4889 et l'autre. Vous voyez qu'il y a quand même énormément de petites galaxies. Donc c'est très très dense. Vous voyez ici 260 kiloparsecs. C'est encore beaucoup. C'est le quart de la distance entre Andromède et la Voie lactée. Donc vous avez une densité énorme de galaxies dans un petit volume. Et ce qu'on voit aussi dans Coma, c'est à l'œuvre le balayage du gaz. Ici, vous avez une vision, une image du gaz très très chaud en rayons X, donc une image de Chandra. Et vous voyez une queue ici très droite autour d'une galaxie qui s'appelle Descent. Et cette queue est vue à la fois en rayons X et puis en H-alpha. En H-alpha, vous l'avez en rouge ici. On la voit encore mieux ici par l'instrument MUSE, qui est un spectro optique au VLT, Very Large Telescope de l'ESO. Et ceci, c'est l'image du H-alpha. Donc on l'a redressé, mais c'est cette queue-là
ici que l'on voit, qui est vu encore dans d'autres exemples. Ici, vous avez en bleu la queue rayons X. Donc on a l'impression vraiment que lorsque cette galaxie, qui était une spirale, on le voit en HST, c'est le blanc, la galaxie est une spirale au départ, et lorsqu'elle rentre dans l'amas, elle est balayée. Disons, le fait qu'il y ait beaucoup de gaz chaud, même s'il est peu dense, balaye le gaz, et on a l'impression qu'elle est dans le vent de l'amas, donc des queues qui sortent ici en rose, c'est le H-alpha. Donc tout ça, on va le comprendre et savoir un petit peu comment les galaxies évoluent dans un environnement très très riche. Alors dans Coma, il n'y a pas que des galaxies elliptiques, puisque toutes les spirales vont tomber et devenir des elliptiques, mais on a aussi découvert très récemment qu'il y a énormément de galaxies ultra diffuses. C'est une sorte de galaxie très difficile à voir. Vous les voyez ici grâce au Subaru. Subaru est un télescope à Hawaï des Japonais qui est très, très puissant et qui a un spectro très performant. Donc dans cet article ici, on en a vu 854 de galaxies ultra diffuses. On en voit quelques-unes, elles sont entourées de vert ici. Donc il faut les entourer pour qu'on les voit. Ce sont des galaxies qui sont très diffuses, mais elles ont à peu près la taille de la Voie lactée. Elles ne sont pas compactes. Parce que dans les amas, il y a aussi des objets très compacts. On comprend mieux les objets compacts parce qu'ils ont été très balayés, tout l'environnement a été balayé, il ne reste plus que le cœur. Là, pas du tout. Et ça pose un problème. Comment ces objets-là n'ont-ils pas été balayés par tout l'environnement, le gaz chaud et les interactions de marée des galaxies? Elles sont diffuses, pourtant elles sont fragiles, donc peut-être qu'elles ont beaucoup de matière noire autour, ce qui les rend un peu moins fragiles. Mais il y en a beaucoup, et ce n'est pas qu'elles sont en train de tomber, elles sont très concentrées au centre, donc elles sont là depuis longtemps. Elles sont liées avec l'amas, et on pense qu'il y en a plus que 1000 en fait, il y en a 854 qui ont été vues, mais elles sont vraiment concentrées vers le centre de l'amas. D'où il faudra expliquer toute l'existence de ces galaxies ultra-diffuses qui sont observées surtout dans les amas, un petit peu dans le champ, mais beaucoup dans les amas. Alors, on a vu qu'il y avait du gaz froid, du gaz chaud, des étoiles. Il y a aussi des amas globulaires qui sont dans l'espace intergalactique, intra-amas. Vous avez ici un papier récent de Madrid et al. Qui cartographie ici le nombre par seconde carrée, donc le rouge, un grand nombre ici, d'amas globulaires. Donc les amas globulaires, ce sont des amas d'étoiles qui sont très compacts, de 10 à 100 000 étoiles. Et donc on peut les voir de loin, donc à 100 mégaparsecs, les amas, même si on ne voit pas étoile par étoile, on voit les amas. Et vous voyez qu'entre les galaxies, il y en a énormément. Donc d'où viennent ces amas globulaires? Certainement, ils ont été formés dans les galaxies. Puis, dans les interactions des galaxies, lorsque la masse est formée, ils ont été éjectés les galaxies et finalement ils se retrouvent dans l'espace intra-amas. Ici, il y a à peu près 22 400 autour, c'est énorme. Alors, on peut s'interroger sur les profils de lumière et de masse de ces amas. On peut montrer, alors ici j'ai représenté ce qu'on avait vu dans une séance précédente. Pour les galaxies elliptiques ou spirales, on peut avoir des profils dont la magnitude varie comme une puissance de R à la puissance 1 sur N, N étant l'indice de Sersic ici. Et ce que De Vaucouleurs avait montré, c'est que N égale 4 pour une elliptique, c'est-à-dire c'est la loi de R1 quart, la célèbre loi de De Vaucouleurs. Ici, c'est une magnitude, donc c'est un log de l'intensité. Donc si on met l'intensité, ce sera exponentielle de moins R1 quart. Et donc on voit qu'un amas de galaxies, c'est un petit peu l'intermédiaire entre une spirale qui aurait une distribution exponentielle, n égale 1, mais qui fait moins concentrée, et puis une elliptique. Donc elles sont relativement concentrées. Les amas sont relativement concentrés ici. Et on peut aussi calculer le temps de relaxation, puisque dans Coma, par exemple, on a une vitesse des galaxies de 1000 km par seconde, avec une taille de 1 mégaparsec. On voit que le temps de traversée est de l'ordre de 1 milliard d'années, donc très petit devant l'âge de l'univers. Donc on peut dire que ces amas sont liés, c'est ce qu'on disait au début, et donc on peut en déduire par les vitesses des galaxies la masse du viriel, puisque V2 est en Gm sur R, ou bien M est en V2R, et ça nous donne donc une masse de 2 puissance 15. C'est d'ailleurs comme cela que Zwicky avait montré qu'il y avait sans doute beaucoup de matière noire dans l'amas de Coma, c'est qu'il avait essayé d'appliquer le viriel avec les vitesses, et on trouve une masse de 2 puissance 15 qui est le total avec la matière noire comprise. Alors la distribution de masse, quelle est-elle?
Ici, il faut ajouter la distribution en X. Lorsqu'on rajoute en brillance d'étoiles, hein, c'est-à-dire en bleu, ce qu'on voit dans les étoiles, ça fait assez peu, 8 puissance 12, et le M sur L, ce qu'avait Autry trouvé ce wiki, c'est qu'il est énorme. Donc il y a énormément d'abord de gaz chaud, peut-être 5 à 10 fois plus que les masses d'étoiles, et puis ensuite la matière noire, qui normalement ne peut pas être plus qu'un facteur 6, entre 5 et 6 de plus. Et c'est en effet ce qu'on trouve. Ici, vous avez l'amas de Virgo, qui est représenté à nouveau avec les rayons X qu'on a vu tout à l'heure, et la masse visible n'est que 10% de la masse totale. Alors, où est cette matière noire? Est-ce qu'on peut le savoir? On va savoir que oui, puisque avec les lentilles gravitationnelles qu'on va déduire ici, on sait que les halos de galaxies qui normalement, lorsqu'une galaxie isolée va jusqu'à un rayon de Viriel qui est 10 fois plus que le rayon optique de la galaxie, dans les amas, les halos sont un peu tronqués, c'est-à-dire par interaction de galaxies, les halos vont être plus petits. Par contre, il va y avoir un halo commun, la mise en commun de la matière noire. Et donc, c'est un petit peu ce schéma-là que l'on va voir. Mais quelque chose de très intéressant, c'est lorsqu'on essaie d'avoir le profil de matière noire en fonction de la distance au centre, on a un profil typiquement ce qu'on appelle NFW, qui, d'après les initiales des auteurs Navarro, Frankenwhite, est le profil universel prédit par le modèle standard de matière noire froide, le CDM, pour les galaxies comme pour les amas. Alors on avait vu que pour les galaxies, ça ne marche pas du tout, puisque les galaxies, la matière noire a un plateau, forme un cœur et non pas un pic, un cusp. Pour les amas, il y a un pic. Donc pour les amas, on n'a pas de problème avec ce profil NFW, il est là. C'est les galaxies qui ont un problème. Alors évidemment, il faut supposer qu'il y a soit une rétroaction d'un trou noir central, etc. Ici, heureusement. Alors comment on le sait, hein, on a au moins 3 moyens de tracer la matière noire. La dispersion de vitesse, donc on a déjà dit quelque chose. L'hydrodynamique du gaz chaud, on va en parler, et les lentilles gravitationnelles. Alors les lentilles gravitationnelles, justement, c'est un outil très puissant qui est donc, depuis l'an 2000, on s'en sert énormément. Voici un petit schéma qui a été fait par Jean-Paul Neb qui vous explique bien tous les régimes linéaires et non linéaires de cet amas. Ici, vous avez une galaxie de fond, bien derrière l'amas qui est ici. Et vous voyez que très loin de l'amas, du centre de l'amas, on est un tout petit peu dévié, mais pas beaucoup. Et donc, c'est ce qu'on appelle lentilles faibles, ou bien cisaillement cosmique. On va avoir des petites déformations des galaxies qui ne seront un petit peu allongées, mais pas plus. Et là, pour le détecter, il va en falloir en mesurer des milliers. Par contre, si le rayon lumineux en bleu ici passe à l'intérieur ou très proche de l'amas, vous allez être dévié. Et donc l'œil ici va prolonger et va voir une image par ici, alors que la galaxie est ici. Et vous pouvez avoir plusieurs images dans ce cône. Alors ici, on a représenté en noir les fronts d'onde. Vous voyez que le front d'onde est perpendiculaire au rayon lumineux. Mais dans cette partie-là, le front d'onde est très perturbé et va se replier, même le front d'onde va se replier. Et c'est cette région-là, ici, où vous voyez plusieurs images. Vous voyez par exemple des anneaux d'Einstein, des arcs, et puis parfois des 5 images, 7 images, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous renseigner énormément sur la distribution en rayons de la matière noire de l'amas. Alors voilà un exemple de lentilles et d'arc dans Abell 2218, c'est un des premiers qui a été détecté. C'est une galaxie qui est assez proche, enfin un amas de galaxies assez proche, 0.176, donc une distance 700 mégaparsecs. Et ce que vous voyez ici, c'est des arcs qui sont orange, bleu, enfin de la couleur de la galaxie de fond, qui peuvent être à différents redshifts, donc différentes époques. Vous avez une bleue, et il y en a des tas de petits détails que l'on ne voit pas, mais qui sont, lorsque vous zoomez sur, par exemple ici, ce que vous ne voyez pas ici, vous voyez encore des arcs, encore des images de... Donc c'est très 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 riche, en fait, beaucoup plus riche que ce qu'on a l'impression de voir. Déjà on en voit pas mal, mais on en voit des multiples. Donc il y a des galaxies, par exemple, à z égale 7 qui sont amplifiées. Il y a 2 images rouges ici, ce sont cette galaxie-là, très lointaines. Et puis des galaxies à z égale 0,7, etc. Donc il y a toute une tomographie, on peut faire une tomographie de tout ce qui se trouve. Alors pour les galaxies les plus lointaines, évidemment, les amas servent de télescope gravitationnel. Ça nous permet de voir des galaxies ordinaires qui sont très très loin dans l'univers, qu'on n'aurait pas vu autrement, parce que les amplifications peuvent être d'un facteur 50.
on multiplie par 50 la luminosité de la galaxie. Et donc, s'il n'y avait pas ces télescopes gravitationnels, à z égale 7 ou 8, on ne verrait que les monstres, tout ce qui forme des flambées de formation d'étoiles, de 1000 étoiles par an. Ici, on voit des galaxies ordinaires qui forment, comme la Voie lactée, quelques étoiles par an. Donc, un exemple de cette reproduction de la masse totale. Ici, vous avez en bleu la reproduction de la masse de cet amas. Alors, cet amas aussi très très riche, il n'est pas loin non plus, mais il a le plus grand anneau d'Einstein. Alors, qu'est-ce que c'est que l'anneau d'Einstein? C'est un anneau en angle, c'est la taille angulaire qui est calculée à partir de la masse, donc la masse du centre, la masse du cœur ici, et puis les distances, distance lentille et source, distance de la lentille à l'observateur, distance de la source, etc. Donc c'est quelque chose qui est proportionnel à la compactification de l'amas en fait. Il faut qu'il y ait une très grande masse dans un petit volume, et là vous avez énormément de phénomènes d'amplification, d'arcs et de contraintes pour pouvoir déduire la matière noire. Ici, vous voyez que ces deux parties de l'amas ont des matières noires distinctes. Ils n'ont pas tout mis en commun. Donc, c'est ainsi qu'on peut savoir où est la matière noire dans un amas de galaxies. Alors, par exemple, le même amas, vous voyez des zooms. Ici, il y a 6 zooms. Ici, c'était un peu trop compact pour qu'on les voit, mais vous avez 6 détails de ces amas. Et vous voyez le nombre impressionnant d'arcs et de... Ici, un très grand arc, ici. En fait, on n'avait pas l'impression, mais autrefois, on n'avait pas assez de résolution pour le voir, mais tout l'univers nous est complètement déformé par les amas que vous avez devant vous. Vous n'avez aucune galaxie qui est vraiment intacte lorsque vous avez un amas devant vous. Alors, ce qu'on peut aussi calculer dans ces modèles, ce sont les lignes critiques, c'est-à-dire à chaque redshift, à chaque époque de l'univers, vous avez une ligne critique correspondante. C'est-à-dire que si votre galaxie est très près de cette ligne-là, vous allez avoir une amplification très grande, ici 9 ou 10 ou 50. Si vous êtes à l'intérieur, beaucoup moins. Donc il y a des effets de caustique, en fait c'est des effets géométriques, un petit peu comme pour l'optique géométrique ordinaire. Et en fait on s'en sert un petit peu de ces époques-là. Et donc vous avez ces lignes critiques pour chaque redshift, chaque configuration et une distance de la source derrière. Alors on a pu voir par exemple que dans ces amas-là, le halo de matière noire était très tronqué, la forme de cet arc qui est très long, en fait ce n'est pas des petites arclettes mais des arcs longs, on peut montrer comment les halos de matière noire étaient tronqués et au profit du halo général de l'amas. Donc ça nous indique quelque chose sur la relaxation, les effets de relaxation et d'interaction des galaxies. Au début, évidemment, les galaxies vont arriver avec leur halo intact et puis vont être tronquées au fur et à mesure. Donc, on a une petite idée de l'évolution de ces halos. Ici, vous voyez le même amas ici avec des galaxies, des images de galaxies lointaines. Ici, c'est la même galaxie qui est vue 5 fois, qu'on a pu reconstituer. C'est une galaxie assez bleue qui forme des étoiles et qui est en anneau. Donc, on le voit un petit peu, l'anneau est un peu raplati, mais on peut reconstruire l'image de la galaxie. Et cette image de la galaxie est à 1,6 de redshift. Alors certains ont trouvé que la reproduction de la matière noire avait une forme d'anneau, très curieux, c'est assez rare, et ils ont interprété tout de suite en disant que ça doit être une collision entre deux amas, une collision vraiment de plein fouet. C'est vrai que pour les galaxies, on a ce genre d'exemple, par exemple la galaxie de Cartwheel, la roue de Charette, où deux galaxies rentrent l'une dans l'autre avec un paramètre d'impact presque nul. On a en effet une onde de densité circulaire, mais quand Zion et al. Ou d'autres ont simulé la collision de plein fouet de deux amas, ils n'ont pas trouvé du tout d'anneau, donc il semblerait que la reproduction soit en erreur. Il y a certains biais dans la reproduction, elles ne sont pas vraies à 100%, et c'est possible qu'il y ait un biais dans cette trouvaille de l'anneau. Alors, la fonction de luminosité des galaxies, quelle est-elle En fait, elle est un petit peu dans les amas comme dans le champ. On a ce qu'on appelle une fonction de Schechter, donc le nombre de galaxies entre L et L plus dL en fonction de la luminosité. Elle a d'abord une partie qui est une loi de puissance avec un exposant alpha négatif ici. Donc, ce que vous voyez ici, la pente est assez faible, donc cette loi de puissance, et puis tout d'un coup il y a un coude et puis une chute brutale exponentielle ici
autour d'une luminosité qu'on appelle L star, c'est-à-dire L caractéristique. Cette L star est de l'ordre de grandeur de la masse, de la luminosité de la Voie lactée. Donc c'est une grosse galaxie déjà. On a donc quelques plus grosses galaxies encore, mais avec un nombre beaucoup plus restreint. Donc ici, on a bien cette chute brutale que l'on voit aussi dans les amas. Et cet exposant qui est plus grand que moins 1, enfin plus petit que moins 1, en valeur absolue plus grand que 1, favorise la masse contenue dans les petites galaxies. En fait, on a très peu de grosses et elles ne dominent pas la masse. On a fait, pour s'amuser un petit peu, la somme que vous avez dans 1 AU. 1 AU, c'est la distance Terre-Soleil. Dans un volume de 1 AU de rayon, tout l'amas va vous donner 40 watts, ce qui vous donne un petit peu la luminosité d'un amas, qui n'est quand même pas très grande. Alors, le principal composant baryonique, on a parlé de gaz chaud. Ce gaz chaud, on va aussi s'en servir pour avoir une idée de la masse. Et on va confronter les masses obtenues par le viriel, par le gaz chaud et par les lentilles gravitationnelles. Alors, ce gaz chaud, on peut le caractériser ici. On l'a dit qu'il avait de l'ordre de 10 millions, 100 millions de degrés, selon la masse de l'amas. Mais vous voyez à quelle densité ça correspond. Une densité très, très, très faible. 10-3 à 10-1 particules par centimètre cube. Quand on compare à l'air qui nous entoure ici, c'est le nombre d'Avogadro, à 10 puissance 23. Donc vous voyez un petit peu le milieu diffus qui existe. Si on peut détecter l'émission X, c'est parce qu'il y en a énormément, une ligne de visée qui est énorme. Il y a donc une luminosité totale en X qui est assez faible par rapport à la luminosité optique de toutes les galaxies. Pourtant, la masse du gaz domine celle des galaxies, un facteur 5-10 comme on l'a déjà dit. Il y a un champ magnétique qui règne dans ce milieu, 10 microgauss, et surtout il y a la métallicité. Métallicité, ça veut dire abondance des éléments, l'oxygène, le fer, jusqu'au fer. Il y a une raie du fer très ionisée qui est en rayons X observée très souvent. Et ça a été une surprise de voir que ce gaz n'était pas primordial. Au début, on pensait que ce gaz était dû aux galaxies, enfin le réservoir que toutes les galaxies ont autour d'elles. On sait que le gaz d'hydrogène atomique est observé à 4 fois plus le rayon optique. Donc on a du gaz un peu primordial qui n'est pas enrichi en métaux. Et lorsque le gaz est balayé, on s'attendait à voir quelque chose qui soit presque zéro par rapport à la métallicité solaire ici. Et on trouve 0,3. Et 0,3, c'est aussi la métallicité du bord des galaxies spirales. On a une métallicité solaire à 10 kg par sec, mais au bord, on a 0,3. Donc finalement, on retrouve la métallicité du bord des galaxies. Et surtout, on pense que ce milieu a été brassé et enrichi par les supernovae des galaxies qui rejettent tout ce qu'ils ont brûlé dans une étoile et rejeté ensuite, tous les éléments sont rejetés. Et quand on somme tous les métaux qu'il y a dans l'amas, il y en a plus à l'intérieur de l'amas entre les galaxies que dans les galaxies réunies. Donc finalement, les galaxies perdent leurs métaux au profit de l'amas. Pour l'équilibre hydrostatique, c'est représenté schématiquement ici, on va faire l'hypothèse que ce gaz est en équilibre hydrostatique, c'est-à-dire que la pression en rouge compense exactement la gravité, et c'est ainsi qu'on va pouvoir avoir la masse, estimer la masse. Alors voici par exemple la comparaison de masse. Alors ici c'est la matière noire en bleu qui est déduite de la lentille gravitationnelle, comme on l'a vu déjà pour Abel 1689. Ici on a un amas, donc en blanc dessous c'est l'image du HST, du Hubble Space Telescope, donc ce sont les galaxies en étoiles, et puis en bleu c'est la masse totale, donc étoile plus matière noire. On a souvent, dans ces cas-là, c'était des amas qui ne sont pas encore complètement relaxés, ils sont doubles. On voit que même jusqu'à coma, on a deux sous-amas qui vont entrer en collision. Ici, on a aussi des collisions entre amas et on voit qu'ils ne sont pas du tout sphériques. Une belle modélisation n'est pas possible. Il y a plusieurs centres et plusieurs sous-amas qui vont sans doute fusionner. Et la même chose lorsqu'on compare avec les rayons X. Le rose, c'est les rayons X observés par Chandra. Alors c'est là qu'on s'aperçoit que la matière baryonique, l'essentiel de la matière baryonique qui est sous forme de gaz chaud, n'est pas forcément associée à toute la matière totale. La matière noire peut se dissocier de la matière baryonique. C'est notamment le cas du boulette, qui était un des amas, de collisions d'amas les premiers, qui a montré cela. Mais vous voyez qu'on a un grand nombre d'exemples comme ça où les deux masses se distinguent. Alors, on peut observer comme ça avec des rayons X, ici le bleu c'est le rayon X, ce n'est pas la matière noire, on peut les détecter assez loin. Alors jusqu'où?
Ici, on commence à avoir un amas qui est presque parmi les plus lointains détectés, Z égale 1,75. Le bleu, c'est le rayon X. En blanc et en rouge, vous avez le Spitzer, c'est un satellite infrarouge qui détecte les galaxies, les vieilles étoiles en infrarouge. Et en blanc, c'est le HST. Donc ici, c'est un des plus lointains qui a aussi des lentilles gravitationnelles, donc très relaxé, bien compact. En général, plus on remonte le temps, et plus on va trouver des proto-amas, des choses qui ne sont pas encore bien relaxées, puisque on sait que le pic de formation des amas, c'est Z égale 2. Donc on pense qu'au début, ils sont encore en formation. Celui-ci est un des plus relaxés, qui a été cartographié 2,3 puissance 14. Le plus lointain, c'est celui-ci, qui a été détecté par le satellite XMM, qu'on appelle Newton aussi, un satellite X européen. En rose, vous avez le rayon X. Et puis ici, on a en couleur les redshifts autour de 2, donc tout ce qui est relié, avec un zoom ici. On voit qu'il y a une grande concentration, donc on a vraiment c'est plutôt la masse d'un groupe, hein, ce n'est pas vraiment un amas, donc évidemment on est à grand redshift, donc les amas vont s'accumuler, vont merger, fusionner, et ici on a un petit amas ou un gros groupe si vous voulez, mais qui est déjà en train de se former. Le plus massif, c'est ce qu'on appelle El Gordo, c'est le gros en espagnol, si je comprends bien. Ce que vous avez ici, c'est les rayons X découverts en 2012, et la masse, c'est les 2,3 10 puissance 15 masses solaires. En fait, c'est un amas qui est double quand on regarde l'optique. Et on a pu aussi déterminer par les lentilles gravitationnelles qu'il y avait décalage entre matière totale et matière visible. Alors, comment on recherche tous ces amas lorsque on veut remonter le temps et en avoir de plus en plus à grand redshift et à époque plus tôt dans l'univers? Eh bien, un de ces éléments de recherche, outils de recherche, c'est justement les satellites X. Ici, on a représenté XMM, qui ont fait des surveys de galaxies. Pourquoi? Parce que c'est plus facile en rayons X, puisque tout de suite, on a un état relaxé, très compact et très dense, un puits de potentiel très profond. Lorsqu'on regarde un optique, on est confus avec beaucoup de galaxies d'avant-plan. Il faut avoir beaucoup de redshift, avoir les vitesses pour bien distinguer ce qui est avant-plan, arrière-plan, etc. Et ce n'est pas assez facile. Donc ici, pourquoi les rayons X se voient uniquement dans un endroit dense? C'est que le refroidissement du gaz est dû à du Bremsstrahlung, c'est-à-dire des rayonnements de freinage entre électrons, protons, etc. Donc il faut une collision entre particules chargées. Donc l'émission est proportionnelle au carré de la densité pour avoir des collisions. Et donc c'est les endroits les plus denses qui vont émettre le plus. D'où, lorsque vous avez un groupe, vous n'avez plus rien du tout. Même s'il y a du gaz chaud, vous avez ici le rayon X. Le refroidissement, c'est l'émission X, c'est le gaz qui se refroidit, et donc on attend avoir des grandes densités. Alors voici des surveys qui ont été faits par l'ancien télescope comme MS et Rosat. Et puis aujourd'hui, XMM et Chandra sont les deux satellites qui continuent à faire des surveys. On en a 5000 en rayons X et peut-être 500 avec beaucoup de détails sur la température et l'abondance des éléments du fer. Ici, vous voyez, un survey a été fait XXL par XMM. On aura une séance par Monique Arnaud qui vous décrira un peu tous ces surveys. Vous voyez ici en optique, comme il est assez difficile de le voir, et puis en bleu, vous avez les rayons X, d'où une façon plus directe de détecter les amas. Alors voici le résultat. Alors cette recherche de XXL a été faite en deux champs, un au sud et un au nord, de 25 degrés carrés. La taille de la Lune qui fait 30 minutes vous donne un peu la taille de l'ensemble. 25 degrés carrés, c'est une portion du ciel assez grande. Il y a au total en source X 12 000 sources, mais ce ne sont pas toutes des amas. Les amas, ce sont les petits points, enfin les cercles rouges, lorsqu'on a détecté des amas. Donc il y en a à peu près quelques centaines ici. Entre 0,05 de redshift et 1. Au-delà, il commence à être difficile de détecter les amas. On va voir qu'on a d'autres moyens de détecter au-delà. Et l'autre moyen, c'est justement l'effet Sunyaev-Zeldovich qu'on va détailler un peu plus lorsqu'on aura un séminaire de Nabila Aganim. Qu'est-ce que c'est que l'effet Sunyaev-Zeldovich? J'ai deux noms de physiciens russes qui ont découvert cet effet.
c'est la collision entre un photon du fond cosmologique micro-ondes, le vestige du Big Bang, qui aujourd'hui est à une température de 2,7 degrés K. Donc on sait qu'on est baigné dans tous ces photons-là. Ces photons rencontrent un amas de galaxies, donc le bleu c'est l'amas en gaz très chaud, en rayons X. Donc ici vous avez des électrons qui sont très énergiques. Et on a ce qu'on appelle comme terme inverse, c'est-à-dire un échange d'énergie lorsque l'électron rencontre le photon. Pourquoi il est inverse? Parce que d'habitude au laboratoire, c'est l'électron qui gagne de l'énergie à partir du photon. Ici, c'est l'électron qui est plus énergique que le photon qui est millimétrique, donc micro-ondes. Et donc le photon va être bleui, va être décalé vers le bleu. Et on va pouvoir le détecter ici, par exemple, par l'antenne de 30 mètres de l'IRAM qui détecte justement du millimétrique à 2 mm. Vous avez ici la représentation, le spectre du corps noir, de ce fond cosmologique, qui est un vrai corps noir et qui pique à 1,2 ou 3 mm. Et puis, une fois que il est passé à travers, les photons sont passés à travers le gaz très chaud, vous voyez qu'on a donné un peu d'énergie aux photons et donc on a décalé vers le bleu tous les photons. Si on regarde la différence entre les deux, on voit qu'on a une signature caractéristique qui est cet effet SZ. Alors, si on fait une carte du ciel du fond cosmologique et qu'on essaie de faire ces petites perturbations à ce fond, on voit tous les amas d'un coup, et c'est ce qu'a fait Planck, le satellite Planck qui a cartographié tout le ciel en fond micro-ondes. Donc il a détecté un certain nombre d'amas, et ce qui est très intéressant, c'est que ça ne dépend plus du redshift, puisque ces photons arriveront toujours à 3 degrés K, même quel que soit le Z, et on aura toujours la même sensibilité. Donc on peut aller très loin en redshift, et cette méthode permet de détecter même plus loin que 1 normalement. On va voir qu'il y a peut-être d'autres confusions possibles au-delà de Z égale 1. Mais vous voyez un petit peu une carte du ciel où on voit des tas d'amas détectés par Planck, et on verra un petit peu dans le détail comment on peut cartographier des tas d'amas. Alors quand on compare ici les diverses méthodes, alors par l'antigravitationnel, voici un amas qui est assez massif, 5,5 10 puissance 14. Ici, on voit en rouge, ça ne se voit pas trop, mais en rouge, c'est l'optique, et en blanc, c'est l'antigravitationnel. Vous voyez qu'on a à peu près une vision cohérente et qui est détectée par le Planck dans le Sunel-Zeldovich. Donc, on a les trois façons de détecter l'amas et qui donnent des renseignements tout à fait complémentaires. Ici, on a une température en plus de rayons X. Alors, voici, si on compare toutes les méthodes en fonction du redshift, quelles ont été les plus efficaces. Vous voyez en bleu l'optique qui ne va pas très très loin quand même, et puis en noir les rayons X, qui est un survey assez récent, donc il y en a encore assez peu, mais qui en aura encore plus dans l'avenir, puisqu'il y aura un autre satellite, Athéna, qui va être lancé, qui va détecter énormément de ces amas, jusqu'à Z égale 1. Et vous voyez que Planck en rouge a détecté énormément d'amas en faisant la cartographie de tout le ciel. Et puis en vert, vous avez aussi le même principe. SPT, c'est le South Pole Telescope, donc un télescope qui regardait le fond cosmologique aussi, mais du pôle sud, et qui a permis de détecter aussi pas mal d'amas jusqu'à assez grand redshift. Donc ça vous donne une idée, en fonction de l'époque, on peut remonter assez loin dans la première partie de l'âge de l'univers, où on voit les proto-amas. Alors d'autres algorithmes sont là aussi pour détecter des amas en optique. On les recherche. Pourquoi ces proto-amas? Parce qu'au-delà de Z égale 2, on appelle ça proto-amas, ce n'est pas un amas vraiment relaxé. Et comment on peut les trouver? On n'a pas vraiment de condensation optique. Alors ce qu'on cherche, c'est les radiosources. Comme je vous ai présenté tout à l'heure, au centre de Virgo, on a une radiosource. Au centre de Persée aussi, une radiosource. Pourquoi? Parce que les galaxies cannibales au centre reçoivent beaucoup de gaz et sont en permanence alimentées et émettent des jets radio. Donc si ces radiosources, on peut les détecter assez loin, on peut peut-être supposer que ce sont le centre d'un amas de galaxies. Donc c'est une façon de les trouver. On a essayé de chercher toutes les sources qu'on appelle FR2. FR, c'est Fanaroff-Rayleigh, deux astronomes encore, qui avaient classé ces radiosources en FR2, les très brillantes, et FR1, qui étaient beaucoup plus faibles, mais très nombreuses. Alors on a déjà fait toutes les FR2, maintenant on regarde les FR1, qui sont 100 fois plus nombreuses, et il y a des programmes comme ça qui essaient de détecter autour de ces radiosources des zones concentriques pour savoir si en optique, dans les surveys, par exemple le survey de Cosmos qui a regardé avec le Hubble des degrés carrés de ciel,
est-ce qu'on trouve un amas? Et en effet, on peut en trouver ici. Vous avez en couleur les surdensités. En bleu, c'est 2 ou 3 sigma. En rouge, c'est vraiment une condensation. Donc on sait qu'à ce redshift-là, il y a une condensation. Donc vous voyez qu'il est possible de le détecter de façon un peu automatique. Alors c'est aujourd'hui une industrie qui se développe beaucoup, d'utiliser les réseaux de neurones et l'intelligence artificielle pour essayer de regarder ça automatiquement. Parce que ce qui nous attend, ce sont des futures surveys, par exemple avec Euclide, dont on a déjà parlé ici, c'est-à-dire un satellite qui va regarder 15 000 degrés carrés dans le ciel. Donc on aura énormément, 12 milliards de galaxies, on voudrait savoir où sont les amas là-dedans, et on aimerait, le LSST va faire pareil, le SK aussi, et on est impossible de regarder à l'œil et de faire des petites recherches à la main, donc il faut absolument l'automatiser et le rendre efficace. Alors voici par exemple un papier récent de Pearson qui essaie de détecter automatiquement les lentilles gravitationnelles. Il y en aura aussi des milliers. Ici, ce sont des simulations en haut, et ici des vrais. Vous voyez que ça se ressemble pas mal. Et ils ont un taux de 98% de taux de succès. Donc ça commence à progresser. Ici, il y avait un problème de boîte dans lequel vous cherchez les lentilles, etc. Mais tout ceci est en train de se construire. Et lorsque Euclide va arriver, les gens seront prêts à détecter. Donc finalement, je résume. J'espère que je vous ai montré que la plupart des galaxies sont dans les groupes et un petit nombre dans les amas, donc dans les grandes métropoles. Que l'environnement fait évoluer les galaxies. On va essayer de décrire un petit peu tout ce qui se passe en fonction du redshift, faire des tomographies. Regarder la ségrégation morphologique. Pourquoi dans les amas il n'y a que des elliptiques et toutes les galaxies ont terminé leur formation d'étoiles. Il y a une suppression brute. Et on obtient donc les mesures de masse avec 3 outils dont je vous ai parlé, le viriel, les lentilles et la résonance X. Et une fois qu'on aura maîtrisé tout ça, on va pouvoir avoir, en fonction du temps, comment les amas se forment et ultérieurement avoir, par exemple, les paramètres cosmologiques et la gravité modifiée. Donc voilà, je vous remercie beaucoup.